Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette table ronde consacrée au design et technologie au service des seniors. Le design et la technologie au service des seniors peuvent être rassemblés sous la notion de gérons technologie, c'est-à-dire une technologie centrée sur la personne âgée qui vise à prévenir, retarder ou compenser des difficultés liées à l'âge, à soutenir ou développer sa participation sociale. Elle s'applique ainsi à différents domaines, à savoir la santé et l'estime de soi, le logement et les activités de la vie quotidienne, la communication et l'autonomie, la mobilité et le transport, et enfin le travail et les loisirs. La gérontechnologie regroupe des disciplines de la santé au sens large et des technologies. D'un côté, la médecine gériatrique, la psychologie, la sociologie, la biologie, et de l'autre, l'ingénierie physique, électrique, informatique et industrielle. Entrent ainsi dans le champ des gérontechnologies la domotique smart home, la visiophonie et la téléphonie, la géolocalisation, ainsi qu'évidemment la télémédecine et la téléassistance, et enfin la robotique, qui permettent de suppléer l'aide humaine afin de supprimer les obstacles liés à la perte d'autonomie et à l'environnement. Le design et la technologie sont donc par conséquent des moteurs de la silver economy. Celle-ci peut être définie comme l'ensemble des produits et services à destination des seniors, c'est-à-dire selon les définitions les personnes âgées de 60 ans ou de 65 ans et plus. La silver economy a pour objectif de favoriser par l'innovation l'accompagnement de l'avancée en âge et le recul de la perte d'autonomie pour une population croissante. En effet, selon l'INSEE, si les 13,2 millions de personnes âgées de 65 ans et plus représentent actuellement 20% de la population, leur nombre croît et leur part dans la population également. Les seniors devraient ainsi être 22 millions en 2070, soit 29% de la population française. Outre l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, les innovations technologiques au service des seniors doivent également permettre d'aider quotidiennement les personnes dépendantes et fragilisées. L'État a inscrit comme priorité le renforcement du maintien à domicile, point central de la construction des offres autour duquel viennent se greffer les biens et services pour les personnes âgées. La silver economy reflète les enjeux majeurs de solidarité et d'aide à la personne, et le secteur est en forte croissance avec des acteurs nombreux et de taille variée. Des startups, des groupes de taille moyenne spécialisés sur les offres pour seniors et des groupes multinationaux. Néanmoins, comment concevoir des biens et services pensés pour tous les usages et tous les partages, ce qui correspond à la notion de design universel? En effet, les personnes âgées en perte d'autonomie peuvent être réticentes à utiliser des biens et services désignés comme spécifiques et juger l'approche comme stigmatisante. En outre, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a montré l'urgence d'accélérer les développements de solutions numériques et technologiques pour les seniors afin notamment de rompre l'isolement social à domicile comme en établissement. Pour appréhender cette thématique du design et de la technologie au service des seniors, M. Rémi Bouvier animera la prochaine table ronde. M. Rémi Bouvier est directeur général du groupe Aesio Santé qui déploie sur l'ensemble du territoire une offre de soins et de services via ces trois filières, santé, médico-social, biens et services, regroupant 4 500 collaborateurs. Il coordonnera les interventions des trois intervenants. De Monsieur Vincent Augusto, qui est directeur du Centre Ingénierie et Santé de l'École des Mines de Saint-Étienne. Ses domaines de recherche sont l'évaluation de performance et l'ingénierie des systèmes de soins, l'optimisation et le pilotage des systèmes de soins, ainsi que le traitement des données de santé et l'aide à la décision médicale. Monsieur Frédéric Bernard est directeur de l'association au sein du groupe de l'action sociale, au sein du groupe Clésia, groupe multiprofessionnel composé de 3200 collaborateurs qui rassemble des institutions dédiées à la retraite complémentaire et supplémentaire, à la prévoyance, à la complémentaire santé, au service à la personne et aux dommages aux biens. Enfin, Monsieur Philippe Comte est cofondateur de Gulliver, agence de design à Saint-Étienne. Il est également designer-chercheur associé à la Cité du Design et co-dirige des équipes pluridisciplinaires sur des thématiques centrées sur les pratiques sociales dans l'habitat. Nous leur laissons maintenant la parole. Oui, merci. Bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre table ronde qui a pour thème design et technologie au service des seniors. J'ai à côté de moi, autour de moi, même si c'est dit très symboliquement, Monsieur Comte-Philippe, qui est designer, Monsieur Augusto Vincent, qui est professeur et enseignant-chercheur à l'École des Mines,
et Monsieur Bernard Frédéric, qui est directeur de l'action sociale. Donc, je vous invite aujourd'hui à discuter autour de ces techniques de design et technologie. Et j'aurais tout d'abord une première question qui m'adresse peut-être plutôt aux designers, puisque quand on parle de design et technologie, autant le mot technologie, je pense que les uns et les autres, on le cerne très très bien, autant le mot design réfère parfois plus à des notions d'esthétique qu'à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, bonjour à tous d'abord. Euh, alors, moi, je pense que j'ai une définition, je pense, assez simple. Euh, En fait, je dirais qu'aujourd'hui, le design, on l'installe entre la technique, la technologie, l'innovation et l'usager. Et le travail du designer, c'est finalement d'être un intégrateur de ce changement et de faire en sorte qu'il soit au plus près des usagers et de leurs usages, voilà, existants ou futurs. Et quand on parle de seniors, eh bien, on a plutôt envie de rester au plus près de leurs usages parce que, effectivement, ce sont des gens qui fonctionnent dans une routine. Donc, comment on est capable de faire accepter la technique, la technologie, l'innovation auprès d'une population qui, a priori, ne souhaite pas le changement. Je dirais que c'est à peu près ça l'enjeu du design si on s'intéresse au design tourné vers l'usage. Je suis très, très content que vous donniez à cette définition du design l'usage, parce que parfois, on a tous fait l'expérience de mobilier designé ou d'objets très designés dont on pouvait avoir quelques doutes après, quant soit au confort, soit même à l'ergonomie du document. Et du coup, ça me fait glisser, puisque vous avez parlé que vous étiez à mi-chemin aussi entre l'usager et la technologie, de me tourner vers Monsieur Augusto, là aussi pour qu'il nous explique comment, quand on fait de la recherche fondamentale, quand on est sur des mathématiques, comment est-ce qu'on peut aboutir justement à des objets, à du concept qui puisse être utilisé par des personnes âgées. Oui, alors bonjour à tous également. Donc effectivement, on a beaucoup de liens maintenant en recherche vers les usagers, notamment des usagers de personnes âgées, au travers de plusieurs approches. On travaille, nous, essentiellement en recherche sur l'élaboration de modèles qui vont permettre d'évaluer, d'optimiser, d'aider à la décision. Et du coup, de cette là, on peut toucher les personnes âgées de bien des manières différentes. La manière la plus directe, finalement, c'est d'aider à accompagner ces personnes âgées pour avoir des meilleurs soins, pour avoir une meilleure qualité de vie, au travers on va dire, de l'optimisation d'un meilleur design, si je peux faire écho à ce qui vient d'être dit, de leur parcours de soins, par exemple, ou tout simplement de leur manière de vivre. Et donc là, on va pouvoir développer des approches qui vont être de l'aide à la décision, de l'optimisation, de ce genre de choses. Donc là, c'est une première facette que l'on peut aborder. La deuxième chose sur laquelle on va pouvoir agir, nous, en tant que chercheurs, c'est influencer les objets technologiques qui sont de plus en plus disponibles pour les personnes âgées. Donc, on parle beaucoup du smartphone, par exemple, qui devient de plus en plus accessible, ou des tablettes, mais il peut y en avoir d'autres, des nouvelles technologies qui sont finalement avec très peu d'interaction finalement avec les personnes qui vont l'utiliser, comme des habitats intelligents, par exemple, des choses qui vont permettre de rendre plus facile la vie de ces personnes à domicile. Et donc là, on va pouvoir intervenir sur comment créer ces objets et comment faire en sorte qu'ils sont le plus utiles possible à ces personnes. Est-ce que vous avez un exemple en tête pour aider les uns les autres à passer de l'étape conceptuelle vers le pragmatique, des exemples professionnels? Oui, donc dans ce que je viens de citer, donc sur l'aspect habitat intelligent, maintenant il existe tout un tas de fonctionnalités que vous trouvez même dans les objets du quotidien, dans votre four, dans votre réfrigérateur, des objets qui sont ce qu'on appelle des objets connectés, qui permettent voilà, de faciliter, on va dire, la vie des personnes qui l'utilisent, que l'on peut programmer, que l'on peut utiliser de telle ou telle manière. Donc ça, c'est l'exemple le plus accessible, on va dire, par le grand public. Mais après, il existe d'autres dispositifs, comme par exemple des capteurs qui vont pouvoir détecter si vous faites une mauvaise chute dans votre domicile
et qui vont permettre d'appeler un proche ou d'appeler un service d'urgence. Donc ça également, c'est une technologie qui nécessite encore aujourd'hui de la recherche parce que détecter qu'une personne est à terre, c'est pas si facile que ça encore, malgré tous les progrès qu'on a pu faire en algorithmique. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que l'on pourrait développer en termes de nouvelles technologies pour les personnes âgées. Et enfin, quand je parlais d'aide à la décision, je parlais, par exemple, d'outils qui vont vous permettre de savoir, à un moment donné, est-ce que vous allez avoir besoin de soins de prévention? Par exemple, vous allez faire un check-up tous les X mois chez votre généraliste ou chez votre médecin. On va pouvoir vous dire, là, en fonction des résultats du diagnostic, on conseillerait à cette personne-là de faire des soins de prévention pour éviter, pour retarder une entrée en dépendance, par exemple, ou tout autre élément néfaste. Et donc là, on va plutôt se baser sur les données et appliquer des méthodes d'intelligence artificielle qui vont permettre de trouver en fait des signaux faibles dans les données qu'on ne verrait pas, qu'un médecin ne pourrait pas voir en un quart d'heure de consultation. D'accord, je pense que ça se dessine un tout petit peu. De même fait, quand vous entendez ces propos, Monsieur Comte, vous dites le designer, il fait quoi de ces données dont vient parler Monsieur Augusto, de ces signaux faibles? Votre part de travail dans cette conceptualisation? Alors, quand j'entends effectivement Vincent parler, on pourrait d'une certaine manière s'inquiéter, non pas de Vincent, mais de ce qui se cache derrière toute cette intelligence artificielle. Et une des questions qui est posée au design dans cette situation, c'est aussi la capacité de révéler finalement un environnement qui est pour partie très invisible. Et aujourd'hui, on se pose souvent, quand on aborde ces nouvelles technologies, on se pose souvent des questions d'éthique importantes. Là, en ce moment, on est en train de travailler avec Zoom. On sait que donc on est filmé, qu'on est enregistré, etc. Bon, là, on le fait de notre plein gré. On sait que les choses, elles sont lisibles par tout le monde, ou on l'espère en tout cas, qu'il n'y en a pas des cachés. Mais c'est finalement cet environnement virtuel qu'on fabrique qui, à certains moments, doit redevenir réel pour les personnes qui le fréquentent, pour les aider à le comprendre. Et pour aussi se dire, est-ce que effectivement j'accepte la connexion ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai besoin de la déconnexion? Donc, je pense que le travail du design, il est dans cette relation-là, c'est-à-dire finalement rendre visible des choses qui pourraient devenir totalement invisibles. Et il faut qu'on garde un monde perceptible et il faut qu'on garde des facultés de perception sur ces choses qui finalement vont se passer, ce qu'on appelle l'intelligence des objets, l'Internet des objets, c'est-à-dire cette capacité que finalement les objets pourraient se débrouiller sans nous et donc travailler à notre insu. Et nous, notre boulot aujourd'hui, il est dans ces nouvelles relations qu'il faut établir et cette visibilité qu'il faut acquérir. Là, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, vont découvrir que, là un autre aspect du design que la plupart d'entre nous ne connaissions pas, celui que vous avez donné, de rendre visible en fait toute l'intelligence même artificielle qu'il peut y avoir derrière les objets. C'est vrai que les craintes d'aujourd'hui, et notamment des seniors, c'est d'être espionnés par les objets connectés qu'on met à leur domicile, ou d'avoir des objets qui font des interprétations pour eux qui peuvent être erronées et qui sortent de l'intelligence humaine. De fait, on parle de cette silver economy, parce que tout ça, ça s'inscrit aussi dans cette silver economy. Et je pense à vous, monsieur Bernard, quand on est directeur d'un système d'action sociale, bien entendu, on réfléchit à l'utilisation de ces objets, de la technologie, pour aider à la fois les personnes âgées qu'on prend en charge, aider également son personnel à prendre en charge ses patients, ses résidents. Quel regard vous éprouvez sur ce design, cette technologie? Est-ce que cette jungle aujourd'hui de la silver economy, vous vous y retrouvez? Alors, tout d'abord, moi, ce que je voulais dire en amont par rapport à ce qui a été dit, effectivement, c'est d'abord finalement, pour nous, opérationnels de l'action sociale, c'est de se dire, finalement,
dans ce contexte, quel peut être vraiment l'apport des technologies, à la fois pour le couple aidant-aidé, ça je pense que c'est important, on en parlera, mais comment mailler aussi ces technologies avec des services humains et personnalisés. Hein, ça, c'est des vraies questions. Et bien sûr, pour moi, directeur de l'action sociale, c'est surtout comment préserver le lien social qui est trop souvent se délite au grand âge, on va dire. On sait que la perte d'autonomie vient par le fait qu'on soit isolé. Donc, si vous voulez, de quoi vraiment parle-t-on? C'est surtout la technologie pour nous aujourd'hui dans le monde du senior. La tendance est surtout de favoriser une chose, et on n'en parle pas, c'est le maintien à domicile des personnes âgées, le plus possible. Aujourd'hui, on sait que la population vieillit. On aura pratiquement un doublement après 2050 de personnes qui auront plus de 60 ans. Donc, on a besoin surtout de trouver, d'identifier des solutions qui permettent que les gens ne soient pas isolés socialement et ne soient pas en perte d'autonomie. Donc ça, c'est très important. Donc moi, je parlerai d'une notion que je nommerais de gérontechnologie. C'est quoi cette gérontechnologie? C'est un ensemble effectivement de technologies high-tech, de technologies, j'appellerais no-tech et technologies low-tech. Low-tech. En fait, il y a trois choses qu'il faut se poser comme question. C'est que les gérontechnologies soient destinées à compenser soit la perte d'autonomie des personnes âgées, également à faciliter le travail des professionnels de l'aide à domicile ou à soulager même les aidants familiaux. On voit que c'est très large. Le besoin de technologie, il est pour plusieurs types de populations. Donc, on est en train de parler de systèmes finalement complexes, hein, et la technologie, pour nous, elle doit venir essentiellement dans un but, comme je disais encore une fois, qui soit essentiellement le fait qu'on puisse garder le plus longtemps possible la personne âgée, qu'elle soit le plus longtemps possible accompagnée chez elle. Donc, on parle de bien vieillir chez soi. Donc, nous, en tant que groupe de protection sociale, le bien vieillir chez soi est extrêmement important. Et donc, pour faciliter le travail et des professionnels d'aide à domicile, pour réduire cette perte d'autonomie, pour soulager les aidants, les solutions tech sont importantes. Alors, aujourd'hui, il y a eu ça a été dit, hein, il y a des technologies qui sont extrêmement intéressantes aujourd'hui au domicile, par exemple, qui concernent essentiellement ce qu'on appelle les alertes pour détecter les chutes. Donc nous, par exemple, groupe de protection sociale, nous travaillons beaucoup avec des structures qui permettent d'identifier et d'analyser une situation anormale dans un domicile. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez bien sûr, vous savez, les petits robots qui ont été créés, qui sont en fonction de la caresse, ou qui réagissent à la caresse ou à la parole, ou vous savez, ces petits robots qu'on appelait Néo, voilà. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes aujourd'hui. On viendra un peu, je pense, au travers de ces technologies, mais je pense qu'elles sont là pour accompagner à minima, et je pense que c'est important, les problématiques anormales dans un domicile. Toute la domotique est importante aujourd'hui. Ça, je pense que ça fait partie pour faciliter les tâches au quotidien. C'est-à-dire que, je sais pas moi, d'avoir des chemins lumineux avec des LED au domicile, des lampes qui s'allument automatiquement, des capteurs un peu en tout genre, me semble effectivement des solutions, enfin ce que j'appelle des solutions connectées, me semble intéressantes. Mais n'oublions pas également tout ce que j'appelle low-tech, c'est toutes les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est vrai, ça j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les échanges aidant aider à travers, on va dire, des jeux vidéo, des serious games aujourd'hui, améliore ou en tout cas réduit considérablement le risque d'incapacité des personnes âgées, et donc améliore, si vous voulez, le temps de réaction et de mémorisation. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui se développent. Parce que n'oublions pas également que dans une personne âgée perd surtout, enfin, il faut protéger la santé mentale. Donc il faut faire travailler le cognitif. Et donc c'est vrai que tous les jeux aujourd'hui qui se développent, l'utilisation de tablettes, l'utilisation d'iPad, de téléphone, etc., sont des solutions intéressantes. Donc que j'appelle un peu low-tech, technologie de l'information. Et ça réduit le risque d'isolement social. Bien entendu, travailler être sur des réseaux sociaux pour être avec ses amis, pouvoir lire sur le téléphone, découvrir des choses, être en apprentissage, permet effectivement de travailler sur le cognitif. Et puis moi, je parle dans les gérontechnologies, il y a aussi également ce que j'appelle la no-tech. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour adapter le logement.
Et donc, il y a des technologies nouvelles pour adapter le logement. Donc, par exemple, vous savez aujourd'hui qu'on parle beaucoup de douche à l'italienne, comment on fait pour que les personnes âgées puissent sortir plus de leur domicile, comment on adapte le logement. Nous, aujourd'hui, par exemple, nous avons des diagnostics à domicile avec des ergothérapeutes pour adapter le logement des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler également sur l'adaptation, j'allais dire, de la vie au quotidien à travers des technologies du bâtiment et qui viennent adapter effectivement la technologie. Donc, pour moi, quand on parle de design et de technologie, pour reprendre l'intitulé aux seniors, c'est trois choses en synthèse. Donc, les vrais tech, donc domotique, robots, etc., certes, mais il y a ce que j'appelle le low-tech, donc qui vient aujourd'hui alimenter finalement les préceptes de santé mentale à travers le lien et les échanges sociaux aidant-aidés. Et puis, il y a le no-tech, tout ce qui se fait autour de la vie à domicile de l'individu. Voilà. Ça, pour moi, je pense qu'il ne faut... Voilà, ça fait partie de cette notion de design. C'est répondre à un besoin. Le design, c'est uniquement répondre à un besoin adapté et qui ne soit pas encore si vous voulez, des vœux pieux. Moi, je terminerai là-dessus. Les démarches qu'on a trop souvent poussées à travers des technologies en disant qu'elles vont tout régler, sans analyse suffisamment approfondie du besoin des utilisateurs. Et donc, dans les besoins des utilisateurs, j'y mettrai beaucoup de temps. La personne aidée, la personne aidante, le corps médical, par exemple. Non systématiquement Frédéric, aux problématiques. Et donc, on semble voué à concevoir finalement souvent des prototypes qui ne sont pas toujours très opérationnels et de qualité aléatoire. Donc, dont une partie... Frédéric, c'est le but, là, on va... Et je finirai par un exemple caricatural qui avait été monté, j'avais identifié ça au CHU de Grenoble il y a quelques années, qui était le fameux robot infirmier. Le robot infirmier qui devait tout faire, et en réalité, c'était une machine qui était vouée à faire, vous savez, l'exécution des tâches de nettoyage, comme le lavage des sols, etc., et qui devait remplacer l'infirmier. Ça n'a jamais marché. Donc, c'est un peu la même chose chez les personnes âgées, c'est avoir des techs qui répondent réellement à une problématique de plusieurs populations. Voilà. Merci. Moi, ce que je trouve vraiment de très percutant dans les propos que vous venez de tenir et que nos autres invités viennent de tenir, c'est que pendant des générations, et on a opposé finalement les technologies au lien social. Si on se rappelle même du film de Charlie Chaplin, voilà, l'opposition de cette mécanisation de la technologie avec le lien social. Et pour autant, on est en train de dire presque le contraire aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et au design. On se dit, tiens, mais finalement, ces technologies nous permettent le maintien du lien social. Je pense notamment, aux outils numériques qu'on a pu avoir pendant cette période Covid, aux liens de vidéo qu'on a pu avoir finalement entre les familles et les personnes. Vous voyez, on ne parle pas de très haute technologie, bien qu'il y a de la haute technologie derrière, il y a de la fibre, etc., puisque ça se banalise, on ne s'en aperçoit pas forcément, mais derrière, il y a de la haute technologie. Du coup, on a eu du lien social qui a été maintenu grâce à la technologie. Donc là, c'est différent de ce qu'on pouvait penser. Et rappelez-vous encore, il y a quelques décennies, il y a même quelques années, beaucoup de critiques vers les jeunes enfants qui utilisaient les jeux vidéo en disant, voilà, ils s'isolent. Et puis, on constate aujourd'hui qu'à travers ces jeux, on commence à rééduquer le mouvement des personnes qui ont fait des AVC, on rééduque l'intelligence des personnes, et finalement, ça se retourne d'un jeu qui était négatif socialement, on en fait un jeu qui devient positif socialement. Et j'ai envie de me retourner à nouveau vers nos invités. Vincent, Philippe, est-ce que c'est ça la technologie et le design? Est-ce que c'est ça dont parlait notre autre invité, qui est la modélisation d'un outil pour qu'il puisse participer? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'usage? Est-ce que c'est ça qu'on appelle les living labs? Vincent, tu veux… Vincent, Philippe. Vas-y, si tu veux. Oui, moi je peux rebondir sur le dernier mot prononcé, ce vilain mot de living lab, qui veut simplement finalement exprimer le fait que quand on espère une bonne intégration des technologies, il faut les mettre en situation et il faut observer les personnes
Et il faut travailler, j'allais presque dire, il faut faire du co-design ou de la co-conception, de la co-création avec les personnes elles-mêmes. Nous, on a vécu le cas d'un micro-living lab pour la Cité des Aînés, pour la conception, entre autres, du fauteuil qu'on nomme d'habitude le fauteuil de repos, et qui, grâce à ce living lab, est devenu un fauteuil d'activité. Et en fait, on a simplement découvert à travers ce travail avec les résidents, les ergothérapeutes et les soignants, enfin les aidants, pardon, que finalement, ce fauteuil qu'on cherchait absolument à incliner pour permettre aux personnes de faire la sieste alors qu'elles sont à moins de 40 cm de leur lit, finalement, n'avait que peu d'intérêt parce que finalement, on ne l'utilisait jamais déplié. Et que finalement, si on allait plutôt vers la petite activité, faire des sudoku, des mots croisés, avoir un petit ouvrage tricoté, etc., finalement, on pouvait tout simplement, en reprenant finalement le bon sens des choses, et par l'observation des usages, finalement, redéfinir finalement les fonctions de cet objet. Donc, je pense que là, je prends volontairement un objet low-tech, mais je pense que toute l'évolution actuelle, c'est finalement de se dire, pendant longtemps, on a fait de l'ingénierie et du design en chambre, en pensant qu'on était les rois du monde, on était des créateurs, et qu'on avait finalement la vision à la place de l'usager même. Aujourd'hui, on est en train de redescendre. Et entre autres, dans le cas, je reviens sur mon EHPAD et cette Cité des Aînés, on s'aperçoit que d'abord, ce n'est pas un usager comme ça qu'on décréterait, mais que les usagers, ils sont pluriels, que des résidents d'EHPAD, même dans un EHPAD, eh bien, en fait, ils ont des besoins très, très différents, et que l'écosystème est bien plus large que les résidents et qui doit intégrer, évidemment, on a parlé des soignants, on a parlé des aidants, mais aussi les familles, et qu'à un moment donné, si on s'arrête un tout petit peu de penser à la place des gens, et si on donne la parole à l'ensemble de ces usagers, eh bien en fait, on va faire des choses qui vont être bien plus proches de leurs attentes. D'accord, on palpe bien. Du coup, Vincent, quand vous avez entendu notre autre invité, Monsieur Frédéric Bernard, parler de l'échec de ces robots infirmiers, et quand vous entendez aussi votre collègue Philippe qui se rapproche de l'usage, vous, au niveau de la haute technologie, ça vous fait penser à quoi sur la manière d'approcher les… Je vais rebondir en vous racontant une histoire. C'est vrai que dans le labo de recherche, on a exactement le même problématique. C'est-à-dire que nous, on a des objectifs qui sont à la fois de créer quelque chose qui serve au plus grand nombre, mais aussi de faire de la recherche qui sera publiée, qui sera valorisée, en fait. Et donc là, on a souvent été dans l'erreur de se dire que ce qu'on va imaginer, ça va forcément être la meilleure solution, parce qu'a priori, on est les spécialistes et c'est nous qui allons produire l'outil qui sera le meilleur. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que dans tous les projets qu'on avait, les solutions qu'on proposait étaient appréciées, leur qualité était appréciée, et ainsi de suite, mais elles n'étaient jamais ou très peu utilisées, tout simplement parce que ça ne correspondait pas exactement aux besoins des personnes pour lesquelles on travaillait. Donc, je vous donne un exemple. On travaille sur, par exemple, un outil de planification du bloc opératoire. Cet outil-là, il est très bien, il optimise très, très bien la planification des opérations chirurgicales, mais par contre, il n'est pas du tout ergonomique, les secrétaires médicaux ne peuvent pas l'utiliser, il ne correspond pas à une contrainte particulière d'un médecin qui fait que ça ne pourra pas marcher, et du coup, on ne l'utilise pas. Et si on avait en fait utilisé cette approche Living Lab, c'est de ça qu'on parle finalement, cette approche de design, c'est de se dire, je vais d'abord parler à l'utilisateur avant de me lancer dans la création d'un outil compliqué. Je pense qu'on aurait évité des écueils. Et là, on se retrouve du coup devant un paradoxe qui est de se dire, est-ce que j'ai envie de créer l'outil technologique de haute voltige, comme vous dites, mais qui, au final, serait très peu utilisé, ou est-ce que j'ai envie de revoir mes ambitions à la baisse pour faire quelque chose qui sera utilisé par le plus grand nombre? Et donc là, on a deux objectifs contradictoires, celui de publier d'un côté pour le chercheur et celui de servir au plus grand nombre pour tout simplement l'inventeur qui veut créer quelque chose, en fait. Donc effectivement, il y a ce paradoxe, et je pense que la clé de tout cela, c'est de pouvoir en fait nous parler, de parler
à Monsieur Comte qui est là, de parler en fait à des usagers, d'avoir en fait ce réseau qui se forme, plutôt que de travailler chacun dans notre coin comme c'était le cas il y a 10 ou 20 ans en fait, et d'avoir cette méthodologie un petit peu Living Lab en tête qui nous permet d'avancer et de créer des choses qui sont utiles pour le plus grand nombre tout en ayant de la valeur scientifique. Alors, si je peux compléter ou suivre dans cette veine, je dirais qu'en plus, il y a une grande vertu, à mon avis, à travailler pour des seniors, pour des personnes dépendantes, c'est qu'elle nous oblige à la simplicité. Ce que vient d'exposer Vincent à travers la relation au planning avec des gens, je dirais, experts, là, quand on est au contact des seniors, il n'y a plus d'expertise. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est simple ou je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, eh bien, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous, les designers, on parle souvent de design pour tous et de dire que finalement, le design doit être une chose inclusive. Et là, j'irais encore plus loin. Je pense que quand on va au contact de ces personnes qui sont les plus fragiles, les plus démunies, qui ont ce besoin encore plus grand de simplicité par rapport aux technologies ou même par rapport à un environnement physique, eh bien, en fait, on apprend pour les autres, quoi. On trouve aussi dans cette simplicité, finalement, de nouvelles relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous aviez, Monsieur Bouvier, vous aviez ouvert la conférence en disant que finalement, on avait une fausse idée du design. Et pendant longtemps, effectivement, on a des designers, créateurs qui ont dessiné des chaises sur lesquelles on n'était pas confortablement assis. Mais au nom de la création, on les a acceptées. Aujourd'hui, si vous proposez cette même chaise à une personne dépendante ou âgée, eh bien, elle vous refusera la chaise. Je veux dire, elle commencera par vous dire je suis mal assise. Et je pense que c'est aussi ce rapport-là. Et ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas en capacité de dessiner des belles choses qui soient ergonomiques. Je pense qu'on a fait un travail pour la Cité des Aînés sur ces chambres EHPAD où on a montré qu'on voilà, c'est pas l'un contre l'autre. Mais voilà, la simplicité, en tout cas, peut conduire à une autre relation aux objets et ces personnes en sont porteuses. Alors, dans tout ce que vous dites, j'entends bien, vous venez d'introduire en plus encore une nouvelle notion qui est la temporalité. Je me réfère également à des expériences quand Apple avait sorti sa première tablette, ça a été un flop complet. Et aujourd'hui, cette tablette, elle équipe des millions de foyers et tout le monde s'en sert comme d'un outil. C'est-à-dire que le même outil placé 10 ans avant, une décennie avant, n'était pas utilisé, une décennie après est utilisé. Je pense par exemple aux robots infirmiers ou à ces petits robots Paro, aux petits robots Noah, etc. Est-ce que finalement, dans quelques années, peut-être 4-5 ans, est-ce qu'eux aussi peuvent faire partie complètement de notre environnement? Parce que c'est le design de l'objet, finalement, on va le lier à la temporalité. Est-ce que vous, Monsieur Bernard, vous l'imaginez comme ça, c'est-à-dire des expériences que vous auriez faites n'avaient pas la bonne temporalité et pourtant, l'outil, il avait toute sa pertinence? Oui, alors, je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, la technologie et lien social, finalement, c'est un peu je t'aime et moi non plus. C'est pas une surprise, en fait, qu'on oppose un petit peu de ça pour des problèmes culturels, en fait. Donc c'est clair que l'iPhone ou l'iPad, ça ne sera pas un sujet pour les générations futures qui sont nées avec une souris dans la main. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a une temporalité dans ce qu'on fait. Alors, donc si vous voulez, très clairement, nous on voit par exemple, vous disiez tout à l'heure, les fameux jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Moi, c'est quelque chose que nous, en ce moment, on essaie un peu de mettre en place. D'ailleurs, il y a des études qui ont été publiées par des revues d'Alzheimer, par différentes recherches qui montrent que les jeux vidéo réduiraient pratiquement de près de 30% les risques de démence chez une personne âgée. Donc en fait, on se dit pour améliorer, comme je disais tout à l'heure, les capacités de réaction et de mémorisation, donc à terme la perte d'autonomie. Donc on voit que finalement, effectivement, il y a sans doute des outils qui sont, alors peut-être pas adaptés à la génération d'avant, mais qui sont sans doute
plutôt bien adapté pour les futurs jeunes retraités ou les personnes qui arrivent aujourd'hui effectivement sur des âges de 65, 70 ans. Ça commence à prendre forme, on le voit, que comme l'utilisation de l'iPhone, de l'iPad, etc., sont des technologies qui datent depuis 10 ans, 15 ans. Hein. On voit que finalement, eh bien, c'est des gens qui manipulent bien, c'est des gens qui s'intéressent au sujet, à l'Internet, aux etc. Et donc, nous, on voit que quand on est, vous savez, la Giclarco, par exemple, on a des centres de prévention. Les centres de prévention sont ouverts aux personnes de 50 ans et plus. Bon, on a des ateliers, etc. Et dans ces ateliers, progressivement, eh bien, on y met des doses aujourd'hui de digital, technologie un peu plus poussée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les jeux sous forme, alors on crée des jeux sur une tablette ou un téléphone, etc., et qui permettent d'échanger à distance entre l'aidant et l'aidé. Et bien, on voit que ça marche. Ça crée du lien social. Ça crée effectivement, ça renforce effectivement les capacités cognitives des uns et des autres. Donc en fait, ce qui était peut-être pas possible il y a 10 ans, eh bien, les possibles aujourd'hui, il fallait attendre effectivement que la technologie, je vais dire un terme banal, mais que la technologie soit mature. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, comme c'est dans pratiquement tous les foyers, que la technologie de l'iPad est utilisée un petit peu partout, eh bien, on voit que ça devient un outil qui progressivement est utilisé de plus en plus sur le monde du senior. Et c'est une bonne chose. Donc effectivement, je souscris complètement, il y a une vraie temporalité dans ce qu'on fait. Mais attention, peut-être aussi, je voulais alerter peut-être à quelque chose, c'est que si l'apport des technologies à la question du maintien de domicile est totalement intriqué avec finalement la question du lien social, je pense qu'il est tout aussi vain, je pense, de vouloir les séparer. Parce que finalement, personne n'imaginerait un seul instant qu'on aurait un monde futuriste où on aurait, je sais pas moi, une batterie de robots qui verrait au quotidien des vieillards qui seraient laissés dans une totale solitude, ou de les opposer. Donc je pense que si certaines technologies visent bien à diminuer, je dirais, l'intervention humaine, est souvent chronophage, voire onéreuse. Une partie des aides à domicile sont elles aussi d'ailleurs des facteurs d'isolement. Prenez un exemple que nous on a pu voir, c'est par exemple, on a voulu faire venir un coiffeur à demeure. Donc, pour les personnes âgées à un moment donné, en disant c'est bien qu'on amène finalement les gens à domicile. Mais ça s'est révélé une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, je dirais, pour créer la richesse du lien social, il faut peut-être même mieux emmener la personne âgée faire coiffer à l'extérieur. Vous ne croyez pas? Donc je pense que vouloir à tout prix vous mettre des technologies pour créer de l'échange, du lien social, parce que c'est ça la question de fond, c'est qu'on veut pas, nous, les personnes âgées ne veulent pas vieillir, se sentent pas vieillir, mais malheureusement, ça crée à un moment donné, quand on est isolé, c'est inéluctable, on devient en perte d'autonomie, on finit dans un EHPAD. Donc si on veut, et on veut tous, 90% de la population, des personnes âgées interrogées, veulent vieillir chez elles. Donc on est tous en train de se dire, il faut designer, il faut trouver des technos, il faut absolument faire en sorte qu'on crée ces liens sociaux. Très bien, mais pensons peut-être aussi à ce que je vous disais à l'instant, à créer peut-être des situations qu'on appelle aujourd'hui cœur de ville. Comment, avec les technologies et un petit peu d'intelligence, on peut créer finalement, on peut intégrer finalement le senior dans l'agora. Je vous donne un exemple pour finir là-dessus, parce que je peux être très long, pour que les gens puissent sortir chez eux, pour que les personnes âgées, on va dire, puissent sortir chez eux. Il y a plein de tentatives intéressantes où la technologie vient aider pour que ces gens puissent sortir de chez eux. Vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui des exosquelettes. Vous avez peut-être aujourd'hui, et ça c'est intéressant, vous avez peut-être aujourd'hui parlé vous savez, ce qu'on appelle nous on finance par exemple ce qu'on appelle des mobiles en ville. Vous savez, c'est les petites mobilettes qui aujourd'hui permettent de déplacer les gens, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Et bien ça, c'est des choses intéressantes pour sortir la personne de chez elle. Et là, la technologie est intéressante pour qu'elle permette finalement que la personne âgée vive une vie dans l'agora. Le problème, c'est qu'on veut trop amener la technologie chez les gens et on oublie aussi que la technologie, elle est intéressante pour sortir les gens. Et donc, je reviens à une question de fond. Trop souvent, on pense à la place des autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette partie de design. Parce qu'effectivement, c'est vraiment
travailler sur le besoin et de tous. C'est pas travailler sur le besoin du senior, c'est travailler, il y a un écosystème, encore une fois. Donc, c'est travailler sur les besoins des uns et des autres pour trouver les bonnes solutions entre les aidants familiaux, entre le corps médical, entre les personnes âgées, entre les associations. Comment on intègre la personne âgée dans l'agora? Qu'est-ce qu'il peut le faire? Et là, la technologie derrière qui viendra justement aider à tout ça, ce sera la bonne techno. Donc, je vous donnais un exemple qui marche très fort. C'est dans la ville de Lyon, par exemple, on a financé des chariots qui permettent que les personnes âgées puissent sortir de chez elles. On travaille, par exemple, sur des lieux où la personne âgée et, par exemple, les individus se rencontrent. C'est les liens intergénérationnels. C'est ça qu'il faut travailler grâce aux technologies. Et qu'elles soient, que j'appelle technologie high-tech, ou que ce soit de la technologie low-tech. Et donc, il est très important de penser global, hein, et systémique. Et je le dis parce que la question de fond, on doit répondre à un seul but. Hein, on se trompe souvent entre l'objectif et le but. Le but, c'est que les gens puissent continuer à vivre chez eux, à maintenir, et j'aime pas le mot de maintien à domicile, c'est les soutenir à rester au domicile grâce à des solutions technologiques. Et soutenir quelqu'un à rester chez elle, c'est aussi la soutenir pour qu'elle puisse avoir une vie en dehors de chez elle. Voilà. Je pense, à travers ce que vous dites, on voit bien toute la complexité de notre dossier. C'est-à-dire que si on amène une technologie un tout petit peu trop tôt, ben, elle ne se greffe absolument pas, elle ne crée pas de lien social. Vous faisiez écho à ces petites voiturettes électriques que j'ai vues, pour ma part, il y a des dizaines d'années aux États-Unis, être utilisées dans les supermarchés pour qu'un certain nombre de patients ne se fatiguent pas. C'était en fait les mêmes caddies qui étaient utilisés, les voiturettes des Golf qui avaient été remises dans les très grands supermarchés. Et puis finalement, ça a débouché sur les fauteuils électriques pour les personnes handicapées avec des handicaps lourds. Et puis aujourd'hui, ces voiturettes, elles sont utilisées par les personnes en situation d'obésité. Elles sont utilisées par des personnes âgées qui ont perdu énormément d'autonomie et qui leur permettent de revenir dans la cité. C'est ce qu'on disait, c'est toute cette opposition qu'on a à un moment donné entre la technologie et la société, de brocarder une technologie qui s'avère finalement pertinente des années après. Et dans toute la complexité de notre débat, c'est de se dire à quel moment une technologie devient opportune. Et pour les acteurs que vous êtes, à quel moment doit-on acheter cette technologie? À quel moment doit-on l'implanter? Vous faisiez également référence tout à l'heure, et on va en discuter, ben voilà, il y a le mobilier. Quand le mobilier doit-il devenir intelligent? Dans quel moment le mobilier doit-il devenir modulable? Quand on repense l'architecture, à quel moment on va intégrer un ensemble d'outils connectés, on va faire du câblage intérieur des cloisons? À quel moment on peut l'industrialiser et pas? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour être toujours performant dans la proposition. Là, peut-être que le designer veut répondre à cette question, nous qui, les décideurs d'entreprise, nous tourmentent un tout petit peu de faire des investissements. Je pense que les maîtres mots, c'est accessibilité, hein, utilisabilité et efficacité des critères. Donc c'est extrêmement important. Pour moi, c'est 3 critères fondamentaux pour que la technologie prenne. Philippe, vous vouliez réagir? Non, oui, sur cette idée que finalement, on inventerait l'objet avant d'inventer l'usage. Finalement, on est juste en train de se remettre la tête à l'endroit. Hein. On est simplement en train de se dire de quoi avons-nous besoin, quelle est la meilleure formulation de cet objet, hein, low ou high technologie. Et puis ensuite, on va vers la technique et puis on trouve la meilleure, le meilleur assemblage de cette technologie pour en faire un objet. Je pense que si on se met dans ce sens-là, les questions de rencontrer, enfin, je veux dire, d'être au bon moment, au bon endroit, ne vont plus se poser. Je pense qu'on a trop imaginé, effectivement. Je veux dire, pendant des générations, on a attendu que les constructeurs d'électroménagers inventent chaque année le nouveau cadeau de fête des mères. Et on a inventé un certain nombre de sauciers, sorbetières, yaourtières, etc., etc. Tous les ans, il y en avait un nouveau. Ce n'est pas pour ça que la ménagère
enfin, ce n'est pas forcément ce dont la ménagère avait. Et entre autres, il y a eu des flops sur ce type de produit. Si maintenant on revient vers l'usager et que réellement on se centre sur ses besoins réels, on a plus de chances. Et aujourd'hui, en plus, évidemment, on est dans une hyper-technologie, c'est-à-dire que la technologie dépasse nos capacités, dépasse nos besoins. Donc, en fait, la vraie question maintenant, c'est une question de choix et de faire les bons assemblages. Donc, on peut se remettre dans le bon sens, c'est-à-dire on peut considérer qu'à partir de maintenant, voilà, on peut prendre le problème dans l'autre sens. Et, enfin, moi, je crois vraiment, et on a de la chance, c'est-à-dire que là, on est dans une situation d'hyper-choix, c'est-à-dire qu'avant, on était coincé parce qu'on pouvait rêver de beaucoup de choses et de ne pas pouvoir les réaliser ou de ne pas pouvoir les réaliser dans la forme qu'on souhaitait, la meilleure forme. Aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on est à un moment, à une époque où on peut faire ses choix et on peut trouver les meilleures formulations, si je peux le dire comme ça. Je crois que là, vous nous avez donné le mot de la fin. Si on avait le sentiment dans ce début de réunion d'être submergé par la technologie, aujourd'hui, on est sûr, grâce aux professionnels que vous êtes et au design et à la recherche et aux technologies, qu'on a toujours le choix et ce choix reste purement humain. Merci beaucoup. Merci à vous, mes amis, les quatre. Alors, j'en vois trois, mais le quatrième, je le connais bien, donc il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci. Merci parce que vous avez pas. Alors là, si franchement il y a une table ronde où la langue de bois a été virée du dispositif, c'est bien la vôtre. Là, on a parlé franco, c'était super. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, c'est génial. C'est ça l'intérêt du défi autonomie. Vous verrez dans le discours de la ministre qu'elle nous a demandé d'être réaliste et d'être plutôt franc du collier sur l'ensemble de ce qui nous anime autour des personnes âgées. Et ben là, vous êtes le bon exemple de ce qu'il faut faire. Tu sais, oui, dis-moi, Rémi. Avec ce que tu viens de dire, on va inviter notre collègue Frédéric Bernard à venir travailler avec nous, parce qu'avec Vincent et Philippe, on a constitué une super équipe. Il faut qu'ils viennent nous rejoindre dans notre Living Lab. On va faire un travail d'enfer. Ah oui, absolument. Si Frédéric vient bosser avec vous, je le connais bien, il est prêt à le faire, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir, tout le monde sera remis en question, mais lui, comme vous, il n'y a pas de souci, chacun retrouvera l'interrogation permanente pour que vous créiez des choses comme vous savez le faire, les uns et les autres. Frédéric crée dans le domaine assurantiel et de protection sociale, complémentaire, des choses énormes. Vous créez dans vos activités des choses énormes. Et la convergence de tout ça, c'est ça tout l'intérêt de ce que vous avez dit. Cette convergence-là, elle est essentielle dans la création de l'utile. Et vous êtes tous, dans votre volonté, elle a été affichée dans tout ce que vous avez dit, vous êtes sur la stratégie de l'utile. C'est essentiel pour nous tous. Merci, mes amis. Chers amis, merci d'être restés avec nous. Nous allons clôturer cette première demi-journée du défi autonomie. Demain matin, on redémarre pour la deuxième partie, avec, vous le verrez, des gens particulièrement compétents, des sujets particulièrement passionnants, et puis l'idée de contribuer, de continuer à contribuer à l'avenir de nos seniors dans les meilleures conditions. Eh bien, rendez-vous demain matin à partir de 9 h sur les connexions que vous connaissez déjà, Senior Autonomie ou Défi Autonomie. Merci à vous pour votre fidélité, et puis à demain pour la suite de notre rencontre. Merci à vous.